Bonjour, nous sommes le mercredi 19 octobre, c'est l'automne comme vous pouvez constater. Les feuilles sont en train de tomber enfin avec le vent, la tempête qui arrive. Voilà. Eh bien écoutez, petite forme toujours, petite forme parce que je suis sous anti-inflammatoire, sous antibiotiques, avec toujours cette dent qui fait toujours mal. Enfin là ça s'est calmé aujourd'hui, mais à force de prendre de l'aspirine, je sais pas, des anti-inflammatoires, j'ai mal à la tête, c'est la petite forme, manque d'énergie. J'ai du mal à bouger. Là, je m'oblige à sortir, prendre l'air, parce que sinon, ça va pas. Chaque fois, je me dis, il faut pas rester comme ça, assis, sinon ça va. On a l'impression de mariner dans son jus, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, il faut se stimuler. Et là, aussitôt qu'on prend la peine de sortir, après, on regrette pas. On dit, qu'est-ce que j'ai bien fait de m'obliger à faire cette marche. Il faut dire que les vidéos, ça m'aide, comme ça, ça me donne un but également. Ça m'oblige à... Je sais que je vais faire une vidéo en marchant, même si j'ai pas préparé du tout mon discours, mon sujet, je dirais. Je sais qu'il va venir. Je sais que le sujet va venir en marchant. Et puis ce chemin où je suis là, ça me fait toujours du bien, ça m'inspire. Il y a de très bonnes conditions, je dirais, surtout sur les plans invisibles et visibles. Oui, alors je pense que je vais intituler cette vidéo Big Confusion. Big Confusion, pourquoi? Parce qu'il y a dans les esprits énormément de confusion. Pourquoi de la confusion? Parce que il y a des situations qui s'entrechoquent, des idéologies qui s'entrechoquent, des religions qui s'entrechoquent, et toutes ces multitudes de situations qui s'entrechoquent créent à nouveau des polarisations, comme j'en ai déjà parlé, et créent des divisions. Et donc ça fait partie d'un mécanisme qui doit arriver, qui correspond au temps que nous vivons. Ce qui veut dire que ça va être compliqué de trouver un moyen de se fédérer. Autrefois, vous aviez les religions qui fédéraient. Là, vous avez autant le christianisme ne fédère plus. On peut dire que la religion islamique, elle, fédère d'une certaine manière. Fédère, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des divisions aussi parmi les musulmans. Mais ils vont peut-être se fédérer par rapport à un ennemi commun. C'est pas exclu. Et comme c'est une religion très conquérante et très dynamique, puisqu'elle est portée par beaucoup de jeunes qui sont en forme, et nous sommes dans un monde décadent, une religion décadente. Le catholicisme, on le voit à travers son représentant, le pape, est archi décadent. Donc on voit bien que une religion meurt, une autre est vive et agressive, conquérante, et il y a une forme peut-être d'opportunité quand une société est faible, quand un organe est faible, eh bien c'est l'autre qui saisit cela comme une opportunité pour la dominer. Et je pense que nous allons être dans cette phase-là, nous rentrons dans cette phase-là. Et puis beaucoup de confusion parce que je vois, il y a plein de situations, il y a plein de sujets qui divisent, et les divisions s'entrecroisent. Ce qui veut dire qu'il y a une division politique, mais là on le voit avec le conflit israélo-palestinien, il y a une autre division, une autre polarisation qui s'établit. Il y a
les gens qui vraiment se sont révélés d'une manière assez violente avec une forme d'aveuglement, qui ont quasiment nié le massacre perpétué par le Hamas. Certains ont pensé que c'était une opération sous faux drapeau. Même certains, j'ai vu certains commentaires, certaines personnes avancent même que ce sont les Israéliens eux-mêmes qui se sont massacrés pour créer un choc à leur faveur. Pourquoi j'en parle? Parce que je vois ce genre de théorie. Comme là, à propos de l'hôpital, immédiatement, les gens ont estimé que c'était Israël qui avait jeté une bombe sur l'hôpital et que le Hamas était fatalement la victime avant même de s'interroger sur à qui profite le crime. Et on voit bien qu'il y a des partis pris extrêmement rapides qui sont faits. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus confiance aussi. N'ont plus confiance dans les médias, et ça s'entend, évidemment. N'ont plus confiance dans les versions officielles des États-Unis, parce que les États-Unis ont tellement menti qu'on se demande pourquoi aujourd'hui ils auraient une version qui soit la bonne version, la version de la vérité. Les États-Unis n'ont plus aucun crédit auprès de la population globale, encore moins auprès des populations arabes et musulmanes, et même auprès des populations, je dirais, qui ont une forte identité, pour parler comme ça. Donc les États-Unis sont vraiment dénoués, ils n'ont plus aucun crédit. Donc même s'ils se mettaient aujourd'hui à parler vrai, même si aujourd'hui ils avançaient des théories qui sont véridiques, qui ne sont pas trompeuses, fatalement, compte tenu de la multitude de mensonges auxquels ils ont fait appel, et de mauvaise foi et de manipulation, ça se retourne contre eux. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucun crédit. Ce qui fait que ce que disent les États-Unis, la plupart des gens maintenant se méfient, se disent « Oh là, si les États-Unis pensent ça, c'est qu'il faut penser le contraire ». Et ça crée justement une autre version en faveur des ennemis des États-Unis, qui ne sont pas forcément crédibles non plus. Mais on n'accorde plus de crédit aux États-Unis, en gros, on n'accorde plus du tout de crédit à l'Occident. Parce que l'Occident s'est servi des médias pour influencer, manipuler les opinions publiques, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens quand je dis les gens, je parle de la population française qui est très très rétive maintenant par rapport aux informations qu'on lui livre, donc elle va se servir dans les réseaux sociaux. Et puis vous avez aussi toute la population qui représente aujourd'hui les BRICS, je sais plus si ça se prononce comme ça, les BRICS, oui les BRICS, c'est-à-dire les populations qui sont en dehors de l'Occident, qui se sont associées contre l'Occident, sur le plan économique, même militaire, et bien eux, bien entendu, ils en ont soupé du mensonge et de la mauvaise foi des Occidentaux, et en particulier des Anglo-Saxons. Nous les Français, on se méfie beaucoup aussi des Américains, enfin on parle des gouvernements, hein, pas des peuples, et on se méfie énormément aussi des Anglo-Saxons qui nous ont trahis et qui nous ont toujours bien menés par le bout du nez. On se méfie les uns des autres parce qu'on sait qu'on a tous trempé dans la mauvaise foi, dans le mensonge, dans la manipulation, et aujourd'hui le contexte est tel que même si d'un seul coup ces gens-là avaient l'idée de devenir honnêtes et de donner un discours de franchise et de vérité, eh bien personne ne les croirait plus. Ils ont perdu leur crédit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez menti toute votre vie, quand vous avez trompé les gens toute votre vie, vous ne pouvez plus avoir de crédit après. Même si vous vous convertissez, que vous pensez que vous devenez honnête, les gens ne vous font plus confiance. Si vous avez volé toute votre vie, et qu'à la fin de votre vie, vous devenez honnête, eh bien les gens ne vous feront pas confiance, évidemment. C'est la loi de ce monde. Et aujourd'hui, l'Occident est dans cette impasse. C'est-à-dire que même si elle était dans son droit, même si elle avait raison, elle a perdu d'avance parce qu'elle a perdu son crédit à cause des méfaits qu'elle a fait dans le monde, et cette mauvaise foi, elle est flagrante, si vous voulez.
Et je ne vois pas comment on peut sauver l'homme occidental aujourd'hui. Franchement, je ne vois pas. Il y a une dynamique des BRICS, voilà, c'est des BRICS qu'on dit, je cherchais le mot, parce que c'est toujours pareil, quand on fait le direct, des fois, c'est un mot qu'on va prononcer dans une conversation, puis d'un seul coup, on est hésitant sur un mot parce que on le prononce à haute voix et on n'a plus le... On se dit, mais c'est bien ça ce mot, enfin bref. Et donc, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut sauver l'homme occidental. L'homme occidental en plus, il a fait presque son autocritique d'une manière même particulièrement paranoïaque, c'est-à-dire qu'il a, est-ce que c'est le bon mot, paranoïaque? Non, d'une manière, il a fait son autocritique d'une manière exagérée, je veux dire. Il a exagéré son autocritique, il a été plus loin que ce qu'il devait. En plus, il l'a fait avec mauvaise foi, parce qu'il a critiqué ses ancêtres. L'homme blanc ou l'homme occidental a rejeté toute la faute sur ses parents, les ancêtres, mais lui s'est exclu du champ en s'évertuant à être parfait. Et lui-même est encore pire que ses parents, parce que ses parents assumaient d'une certaine manière les forfaits qu'ils faisaient, tandis que cette génération qui a misé sur la mauvaise conscience de l'Occident en espérant se racheter auprès des peuples qu'elle estime avoir colonisés et exploités, eh bien cette même population est hypocrite parce qu'elle-même a profité d'une manière éhontée du capital dont elle a hérité, tout en crachant sur ses ancêtres. Et elle n'a pas laissé une voie à une forme de compréhension à son histoire, en disant qu'il y avait peut-être des circonstances atténuantes dans certains cas, c'est moins qu'on puisse dire. Donc elle n'a pas défendu son patrimoine, cette génération n'a pas défendu, au contraire elle l'a contesté. Donc l'ennemi, si l'adversaire, on va l'appeler l'adversaire, s'est engouffré dans cette faille et profite de cette faille, de cette mauvaise conscience occidentale pour en tirer tout un profit et pour même se frayer, si vous voulez, une place dans ce monde où tout est rapport de force et prendre le pouvoir. Le jour où l'autre prend le pouvoir, il sera beaucoup moins clément que vous ne le pensez. C'est ça la surprise en fait, c'est que les Occidentaux pensent en se repentant à longueur de journée sur le dos de leurs ancêtres, ce qui est déjà mal vu par l'adversaire qui lui n'est pas dans cette dynamique de repentance, alors que les peuples qui aujourd'hui sont dans la victimisation, eux aussi ont fait des méfaits, eux aussi ont colonisé, ont martyrisé, ont tué, ont violé, ont fait des razzias et tout ce qu'on veut, mais jamais ils n'ont cette posture de s'auto-flageller, de se remettre en cause. Donc fatalement, l'occidental qui est rentré dans cet état d'esprit de faible, c'est-à-dire qui a épousé la faiblesse de la repentance, va payer le prix fort, puisqu'il se met dans une disposition où lui-même, il demande à ce qu'on lui tranche la tête. En gros, vous avez aujourd'hui l'occidental qui dit à l'autre, qui était donc le colonisé ou la victime, il lui dit, mais assassine-moi, tue-moi parce que j'ai été ton bourreau autrefois. Donc maintenant, je mérite de payer le prix. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, l'occidental, et je dirais en gros l'homme blanc, s'offre en sacrifice pour toutes les fautes qu'il s'accuse et qu'il accuse ses ancêtres. Il est dans moi je pense que c'est une forme de maladie. Je pense qu'il y a de la vérité, que c'est vrai que les Occidentaux ne se sont pas bien comportés en toutes circonstances, mais il ne faut pas exagérer, c'est équilibré. Les Occidentaux ont fait de bonnes choses et de mauvaises choses, comme tous les peuples, comme toutes les ethnies, comme tout. Il n'y a pas de peuple idéal, il n'y a pas de peuple absolument vierge et pur. Je n'y crois pas, moi, en tous les cas. Pour avoir visité l'Afrique, tout ça, j'ai bien vu qu'il y avait des relations entre ethnies africaines qui étaient loin d'être pacifiques et qui reposaient sur une forme même de racisme interethnique. Donc il ne faut pas non plus, comme certains le font, idéaliser l'homme primitif en imaginant qu'il était absolument
en harmonie. Alors, il était certainement en harmonie avec la nature, mais la nature, elle n'est pas clémente, elle n'est pas faible. Et autrefois, vous aviez des peuples primitifs qui se faisaient également la guerre. Cette idéalisation de l'homme premier est aussi un des défauts de l'occidental, des Lumières aussi, qui ont idéalisé ce qu'on appelait le sauvage à l'époque, alors que non. Et vous avez donc cette posture de l'homme occidental qui s'autoflagelle dans une forme de confort moral parce qu'il a une telle mauvaise conscience d'être dans une posture privilégiée matériellement qu'il se dit c'est de ma faute et c'est la faute des autres. Mais vous ne pouvez pas, si vous voulez continuer à vivre en exploitant les ressources des matières premières à l'extérieur et vous en vivant, je dirais, dans une espèce de parc d'attractions, c'est-à-dire en ne vivant que dans le divertissement et par derrière, si vous voulez, vous faire pardonner parce que vous avez vécu, je dirais, une vie assez confortable avec tout ce qu'il vous faut, manger à volonté, avoir une voiture, une maison, avoir des enfants qui font des carrières, et puis aujourd'hui vous satisfaire d'une forme de culpabilisation intellectuelle dont vous avez nourri les populations du tiers-monde et dont aujourd'hui ces dernières qui ont été nourries à cette culpabilisation vont venir vous dire, puisque vous-même vous avouez avoir été nos exploiteurs, nos tyrans, eh bien nous on va se venger. C'est l'état d'esprit qui est en train de naître. Et c'est là-dessus c'est cette situation que je vois pas poindre. Et croyez-moi, il n'y aura pas de pitié de l'autre côté. C'est pour ça que ce qui s'est passé entre l'Israël et les Juifs et les Palestiniens, le Hamas, etc., c'est pour ça que cette violence qui était quand même... Alors, moi je parle pour les gens raisonnables qui ne sont pas dans une théorie complotiste, considérant que c'est les Israéliens eux-mêmes qui ont tué leurs propres enfants, parce que là ça va quand même loin. Eh bien, si on prend l'hypothèse qu'effectivement, l'hypothèse officielle qui est relayée par les médias, actuellement même les mainstream, mais qui commencent parfois qui sentent le vent également tourner, si on prend cette hypothèse-là, vous voyez bien que le juif, eh bien, il redevient le bouc émissaire, puisqu'il s'est développé sur une terre avec une certaine arrogance. On entendra le discours de Gaulle sur les Juifs à l'époque, quand il y avait, pendant la guerre des 6 jours. On voit que De Gaulle était très inquiet de cette forme d'arrogance dont il a relevé le profil, et cette forme d'arrogance qui était due à des capacités que les Juifs ont et que les Juifs ont eues pour développer sur une terre où il n'y avait rien, il y avait des cailloux, pour essayer de développer une économie, de développer une science, de développer beaucoup de choses, puisque c'est un peuple intelligent, qui a une intelligence supérieure dont il est conscient. Eh bien, cette arrogance l'a conduit fatalement à créer, si vous voulez, dans un environnement déjà hostile, à créer une jalousie terrible, parce que vous les voyez prospérer dans un univers où les gens sont en déclin. Autour d'eux, tous les pays sont en déclin, tous les pays musulmans sont en déclin, n'arrivent pas à se développer, n'ont pas les ressources en matière grise pour se développer comme les Juifs. Cette distinction, cette différence et on est obligé de le dire, cette différence de potentiel, parce que c'est la réalité, vous suggère une forme de provocation, voire, et donc, comme c'est comme la personne qui réussit, vous savez, il y a une forme qui arrive avec une belle voiture et tout, il y a une forme de provocation, voire d'indécence, et donc du coup, vous avez l'autre qui devient jaloux, envieux, et qui pense qu'en volant, il va obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir par le travail et par la matière grise. C'est le problème aujourd'hui des banlieues, c'est le problème des émeutes en France, des jeunes qui n'ont rien dans le ciboulot et qui, au lieu d'avoir
pris le temps de travailler à l'école, d'avoir fait leurs leçons, d'avoir étudié, préfèrent vendre de la drogue et avoir immédiatement un meilleur salaire que leurs parents. Et puis, évidemment, après, ils se retrouvent, quand ils commencent à 14 ans à vendre de la drogue, ils ont une vie facile, ils achètent du Vuitton, on les voit dans des voitures de luxe à 17 ans, sans conduire sans permis, c'est ce qui s'est passé avec Naël. Et ces gens-là veulent obtenir immédiatement ce que des gens mettaient des années à obtenir, c'est-à-dire du travail, d'une carrière et tout ça. Ils le veulent tout de suite. Ils pensent qu'on peut obtenir immédiatement par la violence le résultat que certains ont obtenu par le travail et des années de travail. C'est pas possible. Et donc vous avez donc une confrontation, si vous voulez, de populations qui ne peuvent pas évidemment s'entendre, puisque vous avez des différences qui conduisent fatalement à la confrontation. Alors ça ne fait pas plaisir à entendre. On aimerait parler un autre langage en disant oui, c'est les méchants, ceux-là, les autres sont des victimes. Mais il y a une telle confusion aujourd'hui qu'on n'arrive pas à transposer ce qui se passe là-bas chez nous. Parce que, évidemment qu'on peut reprocher, si on étudie l'histoire d'Israël et des Palestiniens, il y a eu des Palestiniens qui ont été victimes. Ça paraît évident qu'ils ont été certainement victimes, dans certains cas, d'expulsion, d'avoir été maltraités par ceux qui s'imposaient là, peut-être avec une forme aussi d'arrogance. Ils ont joué aussi, les Juifs, sur leur propre victimisation. Ils ont pensé que le levier victimaire de la Shoah allait tout leur permettre. C'est ça aussi le souci. Et certains ont estimé qu'en jouant toujours sur le registre de la victimisation liée à la dernière guerre mondiale, ils pouvaient obligatoirement s'imposer et écraser toute forme de contestation en disant l'anathème, tu es antisémite, si tu es contre moi, tu es antisémite. Ce qui est aussi un levier très important chez les Juifs. Ils ont utilisé, même d'une manière éhontée et indécente, cet argument-là à propos de leurs opposants politiques. Et ils en ont joué. Mais aujourd'hui, ça leur revient en boomerang. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas soi-même utiliser nos propres épreuves comme un argument pour nous imposer à l'autre. C'est pas parce que j'ai souffert de telles choses que je dois me imposer à l'autre mon point de vue et ma manière de voir. Vous voyez, c'est très important. Mais les autres, les Palestiniens et les Arabes, sont aussi dans cette victimisation, comme chez nous, cette population émigrée, musulmane, qui est aussi dans ce registre victimaire et qui espère, grâce à cette victimisation incessante, en arborant toujours le sujet de l'anathème du racisme ou de l'islamophobie, espèrent également imposer leur manière de voir, leur religion, leurs coutumes. Ils sont en mode conquérant. Et en mode où, de toute façon, si tu me vires, moi j'entendais ça à l'inspection du travail, j'ai été licencié, c'est que le patron il est raciste. C'est tout. Je cherche pas à se remettre en cause, jamais. Mais c'est pareil du côté des Juifs, il y a eu aussi cette posture-là, où ils ne se remettent pas en cause, où ils ont du mal à se remettre également en cause. C'est pour ça que je parle de confusion, parce que chacun reste campé dans ses postures et n'accepte pas l'introspection et la remise en cause. Une communauté doit se remettre en cause pour avancer, un peuple doit se remettre en cause. Nous, c'est pas que nous ne sommes pas remis en cause, nous avons culpabilisé au nom de nos ancêtres. Et nous avons pris une posture absolument vierge en imaginant que nous pourrions continuer à vivre comme nous vivons, c'est-à-dire dans une forme de confort. Et nous, c'est grave aussi parce que nous, occidentaux, on a une posture, toujours une posture moralisateur, en disant on apporte la démocratie, c'est nous les meilleurs, mais en réalité, on s'aperçoit que on a exercé dans le monde une forme aussi de manipulation en essayant de vivre une vie, je dirais, matériellement confortable sur le dos de certaines populations qui ont été exploitées, effectivement, et dont on n'a pas apporté notre science et notre savoir. Et donc, il y a réellement, si vous voulez, tout le monde devrait se dire, mais s'introspecter et dire là où j'ai vraiment été
j'ai mal agi, nous avons été, en tant que communauté, nous avons été dans l'erreur. Et nous avons été sournois, nous avons manipulé, et nous n'avons pas été honnêtes. C'est tout. Et si tout le monde se disait ça, ce serait un premier pas vers la paix. La véritable paix. Si les Arabes revisitent leur histoire, revisitent ce qu'ils ont fait, revisitent leur religion, revisitent toute leur histoire, également les razzias qu'ils ont fait, les colonisations qu'ils ont faites, la traite d'esclaves qu'ils ont faite, etc. Il faut qu'ils relisent aussi leur histoire pour sortir de cette espèce comment dire, de sortir de cette espèce de fierté absolument irrationnelle, quoi, de sortir de cette espèce de posture victimaire où eux n'auraient jamais été les colonisateurs, ceux qui torturent, ceux qui tuent, ceux qui agressent. Ils ont été aussi ils se sont mal comportés également. Pourquoi ne font-ils pas une propre révision de ce qu'ils ont été eux-mêmes, la manière dont ils se sont comportés? Donc, à eux, les Juifs, pareil, les Juifs doivent se remettre en cause. Ils doivent bien considérer que c'est pas parce qu'ils ont peut-être des qualités dans certains domaines qu'ils doivent devenir arrogants et presque s'estimer être le peuple élu, comme ils le disent, au détriment des autres. Ils ont une religion qui les a conduits à une forme de narcissisme orgueilleux, et c'est ça que ça a créé aussi une adversité vis-à-vis de ce qu'ils représentaient. Cette posture a engendré, je dirais aussi, cette attitude dont ils souffrent actuellement et dont ils vont souffrir prochainement. Parce qu'on est en plein, si vous voulez, on est en plein dans cette je cherche le mot, on est en plein dans cette tension qui vont s'exprimer par de la violence. On va vers un monde violent. On va vers un monde... Alors, il faut absolument que chacun creuse son propre... Vous savez, c'est comme une introspection, comme une propre... Ouais, une remise en cause, comment on appelle ça? Je cherche le mot, et je cherche les mots aujourd'hui. Une remise en cause, une prise de conscience. C'est pas ça que je veux dire. Je cherche le mot, je trouve pas. Je cherche l'expression. On a besoin chacun aurait besoin de faire un retour sur lui-même, parce que désigner l'autre comme l'ennemi, je vous assure, ça conduit à la catastrophe, à la guerre civile. Si chacun campe dans ses positions, en disant... Et puis, il faut arrêter avec l'outrancière victimaire, parce que nous sommes dans l'outrancière victimaire. C'est-à-dire que l'Occident s'est complètement fourvoyé dans un processus victimaire, où alors là, il se reproche tous les crimes de la Terre. Alors là, c'est le défaut, je dirais que c'est la posture totalement débile, qui consiste à s'offrir en victime et à dire, mais moi je suis coupable de tout, du climat, des guerres, de tout. Il faut arrêter aussi avec cette posture où on est absolument, cette posture où nous mettons comme celui qui est responsable de tout. C'est la posture culpabilisatrice de l'Occident qui devient maladive, qui est une véritable maladie, voire une folie. Et parfois, dans un système occidental plus équilibré, rectifié, on obtient une société pacifiée et également qui peut évoluer, tout n'est pas à jeter. C'est pour ça que c'est dangereux, les postures de certains sont totalement dangereuses, puis vous avez tous ceux qui mettent de l'huile, comme l'extrême gauche, qui mettent de l'huile sur le feu, qui veulent absolument nous conduire au chaos, à tel point qu'on se demande si Mélenchon n'est pas piloté par l'État profond pour créer le chaos dans nos sociétés et ensuite pouvoir prendre le pouvoir, quand tout sera détruit, ils prendront le pouvoir.
Et eux vivront dans le luxe et la félicité, je dirais, parce que ils ont réduit, ils mettront tous ceux qui pensent pas comme eux dans des goulags. On aura une dictature qui sera bien plus féroce que celle que nous subissons actuellement, malgré tout, et ça risque d'être bien pire. Donc attention à ceux qui mettent de l'huile sur le feu. C'est pas bien, tous les gens qui cherchent à être dans une... qui ne cherchent pas le moyen de sortir de l'impasse dans laquelle on est. Il y a un moyen de sortir de cette impasse dans laquelle on est. Je vous dis, c'est en faisant, j'ai trouvé le mot, un examen de conscience. On appelait ça autrefois un examen de conscience. Il faut que tous les peuples fassent leur propre examen de conscience en regardant en face ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de mal, et en essayant de ne pas se revendiquer comme étant la perfection. Il n'y a pas de peuple parfait. Il n'y a pas de peuple qui détient la vérité. Il n'y a pas de communauté parfaite, de communauté qui détient la vérité. Ça n'existe pas. On a tous des qualités et des défauts. On a tous fait des bonnes choses et des mauvaises choses. Comme dans nos vies. On n'est pas parfait dans nos vies. On a fait des bêtises. On a été parfois méchants. On a été parfois cruel. Et parfois on a été généreux. Et parfois on a réussi à sauver des vies également. On est un mélange de tout ça. Et collectivement, nous sommes des mélanges de tout ça. Et ce travail d'examen de conscience, il doit concerner les Juifs, il doit concerner les Arabes, les Asiatiques, les Slaves, les Russes, les Occidentaux, les Américains, etc. Et il faut que toutes les communautés humaines fassent leur examen de conscience et se disent, ben voilà ce que nos ancêtres ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal. Et nous sommes là pour poursuivre, non pas le mal qu'ils ont fait, mais le bien qu'ils ont fait. Et si nous avions cette attitude-là, eh bien, de nouvelles passerelles pourraient s'établir. C'est-à-dire qu'il y aurait des alliances qui pourraient se faire. Parce que les qualités des uns et des autres deviennent des qualités complémentaires. La qualité qu'ont les Juifs, parce qu'ils ont des qualités que d'autres n'ont pas, pourrait servir des qualités que d'autres peuples ont sur d'autres domaines, dans d'autres domaines. Et vous avez des gens qui ont des qualités spirituelles, vous avez des gens qui ont des qualités matérielles, et si les peuples qui ont des qualités spirituelles s'alliaient à des peuples qui ont des qualités matérielles, la combinaison des deux donnerait une civilisation qui serait partagée entre une évolution matérielle et une évolution spirituelle, ce qui n'est pas incompatible. Mais là, je suis en train de rêver. Je rêve à haute voix. Mais c'est vers cela que nous devons faire. Mais tant que nous ne passons pas par un examen de conscience et tant que nous sommes dans une posture où nous accusons l'autre sans nous remettre en cause, c'est pas possible. Le souci, c'est que l'Occident a fait une remise en cause, mais il devrait faire une remise en cause sur son hypocrisie, pas sur la colonisation et tout ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet pour l'occidental, c'est d'avoir usé d'une posture morale qui lui a donné l'illusion d'être dans la vérité. Si vous voulez, les Lumières, tout ce qu'on appelle les Lumières chez nous en France, c'était les Lumières, la Révolution française, toutes ces idées qui ont provoqué des révolutions à l'étranger, eh bien ces idées-là sont d'un orgueil fou, parce que ce sont des idées qui ont voulu s'exonérer de leur relation au monde invisible, et l'homme a voulu devenir Dieu. L'homme occidental a voulu s'approprier la tâche de Dieu. C'est un peu ça le transhumanisme. Et donc dans cette folie, il veut recréer un nouvel homme. Et cet nouvel homme, c'est un homme, le transhumanisme, et ça nous conduit à une forme de déshumanisation. C'est pour ça que la société occidentale se déshumanise à travers cette posture intellectuelle où il pense détruire, où il pense avoir la vérité parce qu'il a quelques connaissances, je dirais, dans le domaine scientifique et quelques pouvoirs dans le domaine matériel. Et ça le conduit
Et c'est cet examen de conscience que l'homme occidental doit faire, en retrouvant l'humilité de celui qui doit apprendre de l'autre, qui est plus branché, je dirais, sur les questions du monde invisible, de la spiritualité, dont lui, il a perdu toutes les racines. Donc, complémentarité, et cette complémentarité peut être vraiment bienfaitrice. C'est pour ça que je crains qu'aujourd'hui, il y ait des divisions qui se fassent, et c'est donc vers cela qu'on va vers cela, parce qu'on ne peut pas, pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait cet examen de conscience collectif, on ne peut pas aller vers une société ou un monde pacifié. Donc fatalement, on va vers une confrontation qui va être redoutable. Et il va y avoir beaucoup de violence et beaucoup de surprises, beaucoup de sidération, parce que, je vous dis, il y a une telle confusion que les postures des uns et des autres vont s'entrechoquer. Il va y avoir un entrechoc. Il y a trop de malentendus aujourd'hui entre les communautés, les personnes, pour que ça conduise à une forme de réconciliation. Il ne faut pas penser qu'en étant faible, nous allons gagner. L'occidental aujourd'hui espère gagner la sympathie de l'autre par sa faiblesse et son esprit de repentance. C'est faux, puisque c'est une posture qu'il prend parce qu'il se sent faible. Et il faut, pour qu'il soit dans une posture une posture où il soit en position de négocier, il doit être fort. Il doit affirmer une force aussi. C'est comme ça. Et ne pas l'utiliser, sa force, mais il doit être dans une posture de force. C'est tout le problème de l'Occident qui aujourd'hui est en train de s'effondrer. C'est comme une civilisation qui s'effondre face à une autre population qui est en train de devenir barbare, c'est-à-dire qui devient, on le voit, il y a une barbarie dans les comportements, dans les actes et dans les propos qui décoiffe le petit occidental woke. Et là, je crois que ça va être la sidération, comme les jeunes qui faisaient leur rêve party pour la paix et qui ont vu déferler des hordes de barbares avec des couteaux qui sont venus les égorger, les violer, les trucider, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est le problème d'aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvons dans un monde où il y a énormément de gens qui sont devenus des barbares. Même en France, nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent de pays où il y a eu des conflits, des jeunes qui n'ont pas reçu d'éducation, tout ça, qui sont des bombes vivantes, et nous n'avons pas encore conscience de ça, bien que tous les jours, nous avons des faits divers qui le prouvent, mais nous ne les regardons pas, nous préférons tourner le regard et ne pas regarder ce que nous avons en face. C'est tout le sujet. Voilà un peu la synthèse de ma pensée et de ce que j'essaie d'exprimer, de formuler. Je ne suis pas du tout là pour créer une animosité quelconque. Je suis là pour essayer d'avoir un regard objectif sur la situation qui se trame devant nous, de notre société, même également de ce qui se passe à l'étranger, de voir les mouvements qui sont en train de s'opérer et dont nous devons absolument voir avec une forme de conscience et non pas une forme d'amertume. Il y aurait une possibilité de sortir de ça, mais nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas, nous ne voulons pas de paix, nous allons vers un processus qui devient de plus en plus tendu, et tout ce qu'on peut espérer, c'est de reculer l'échéance, c'est-à-dire on retarde l'échéance du cataclysme. Il arrive, mais on retarde. Encore 1 heure, on demande au bourreau, encore 1 heure s'il vous plaît, avant qu'on nous tranche la tête. C'est un peu ça, notre situation. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.